Époque de révolution, deuxième chapitre. Aujourd'hui, on ira en Angleterre, virtuellement. Tout ça devient de plus en plus virtuel à notre temps. Et on parlera des deux révolutions qui ont eu lieu en Angleterre. dont une très importante s'appelle la Révolution glorieuse, qui a eu lieu juste un siècle avant la Révolution française. Le cours que nous allons faire aujourd'hui est très important pour comprendre notre régime, à nous, notre régime canadien, québécois de démocratie parlementaire. Parce que ce sont les événements dont nous avons parlé qui ont élaboré ce système. Et alors, tout d'abord, avant de donner ce cours, on va clarifier cette réalité sociale qui est la démocratie canadienne, la démocratie parlementaire que le Canada a. D'accord? Donc, pourquoi, quand on parle de l'Angleterre, j'ai dit c'est notre système de démocratie parlementaire? Quel est le lien? Facile, oui, le lien. Le Canada fait partie du Commonwealth. Parce que le Canada est une ancienne colonie britannique et donc a hérité son système. Quand on décidait de mettre en place un parlement, ils l'ont fait sur la base du Parlement britannique. C'était le même système. D'accord? Alors, on va voir où est le Parlement canadien. Où se trouve? Celui-là, fédéral. Oui, à Ottawa. Est-ce que tu es allé le voir? Alors, est-ce que... Donc, tu es allé voir, je peux te poser la question. Est-ce qu'il y a une chambre du Parlement ou il y en a deux? Mais je ne suis pas rentrée là. Qui est rentré dans le Parlement? Je sais. Oui. Il y en a une. Oh, désolé, il y en a deux. Non, parce que j'en ai visité juste une. Ah, tu en as visité une? Il y en a deux. Et normalement, il la présente aux touristes, il faut remarquer aux touristes la couleur de la velure des sièges. D'accord? Une, on va dire que c'est la couleur de la velure, c'est vert, et l'autre, c'est rouge. D'accord? Le Parlement du Canada a donc deux chambres, deux assemblées séparées. Est-ce que quelqu'un est capable de me nommer comment s'appelle chacune de celles-là? Si Alioche ne sait pas, Delia ne sait pas, c'est à moi de le dire. Alors, une s'appelle le Sénat. Et ceci, c'est la chambre rouge. D'accord? En principe, ça c'est aussi la chambre haute, on l'appelle aussi. Et l'autre, c'est celle dont les représentants sont élus quand il y a les élections à chaque 4 ans, s'appelle la Chambre des communes. On y reviendra à la fin, d'accord? Que là, soyez attentifs, parce qu'il faut... Alors que, de ces deux chambres, les deux chambres, deux assemblées composent le Parlement. Les deux composent le Parlement. Toute loi, le grand pouvoir du Parlement est celui-là de faire des lois, le pouvoir législatif. Or, chaque loi qui au Canada est approuvée ou modifiée doit recevoir l'approbation des deux chambres. D'accord? Ça s'appelle un Parlement bicaméral, parce qu'il y a deux chambres. Or, la Chambre des communes est une chambre élective. Il y a, si je ne me trompe pas, 310 députés. D'accord? Il y a 310 collèges électoraux. Et quand il y a les élections, chaque portion du territoire envoie un député. D'accord? Qui est élu. Par contre, le Sénat n'est pas une chambre élective. Les sénateurs sont nommés. D'accord? Qui les nomme? En principe, c'est la reine. La reine, elle ne le nomme pas. C'est le représentant, aujourd'hui la représentante de la reine, qui est la gouverneure. D'accord? La gouverneure nomme les sénateurs sur proposition du Premier ministre. D'accord? Le Premier ministre propose et pratiquement la gouverneure les nomme toujours. Donc, c'est comme une chambre des sages. Or, les sénateurs, puisqu'ils sont nommés, ils ne sont pas élus, ils font un travail pour écrire les lois, les modifier, ils pensent les textes, le support juridique aux lois, d'accord? Mais normalement, ils votent, ils approuvent tout ce que les chambres de communes approuvent aussi. Pourquoi? Parce que, disent aux autres sont élus, nous faisons un travail de support. Mais en principe, ils sont libres de voter contre. D'accord? Ceci est le Parlement. Puis, la tradition,
dire, la façon de faire normale veut aussi que dans notre démocratie, le chef du parti qui gagne le plus de sièges aux élections devient le Premier ministre. D'accord? Et a donc le pouvoir exécutif. Le Premier ministre fait un cabinet avec ses ministres, d'accord? Et donc, c'est le pouvoir exécutif. Le Premier ministre, pour être tel, Premier ministre, doit avoir l'approbation, on l'appelle dans son cas la confiance du Parlement. C'est-à-dire la majorité des députés doivent voter pour lui, pour qu'il soit ministre. Tous les décrets, toutes les normes que les ministres prennent, le Premier ministre et les autres ministres prennent, doivent, après un certain temps, être approuvés aussi par les députés. D'accord? Et le Premier ministre et les autres ministres, de temps à autre, ils vont devant le Parlement et répondent aux questions des députés. Ils rendent compte de leurs décisions. D'accord? Okay? Ceci est notre système démocratique. Attention, parce que dans les événements dont on va parler aujourd'hui, on verra l'origine de ce système démocratique. Quelques questions là-dessus? Est-ce que vous aviez déjà étudié que ceci quelque part? Non. Au primaire, vous avez fait un peu quelques lections d'aujourd'hui. Alors, premier mot-clé, Magna Carta. Ici, l'événement dont je vais vous parler dans ce premier mot-clé est hors de notre ligne du temps, hors de notre contexte de la modernité. On fait un pas en arrière. 1215, on est en plein Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Il y a un roi d'Angleterre qui s'appelle Jean sans Terre. On l'appelait comme ça parce que, sans que vous le preniez en note, ceci, parce qu'il était le dernier, cinquième fils cadet de son père, donc selon les règles de l'héritage, ça ne lui revenait plus rien. Mais le hasard a voulu que ses frères décèdent avant lui, et puis lui est devenu roi. Il restait le nom Jean sans Terre, mais il avait tout, Jean sans Terre. Or, Jean sans Terre, à un moment donné, rentre en conflit avec ses subordonnés, ses vassaux, qui étaient les nobles, d'accord, pour des questions de pouvoir. Mais en particulier sur un thème, un aspect, l'argent, les taxes. Le roi, c'est le chef de l'armée, et pour payer ses soldats, il a besoin d'argent. Où est-ce qu'il va chercher l'argent? À ceux qui sont en contact avec les paysans à la production. Et donc, ce sont les nobles. Et donc, il décide de mettre une nouvelle taxe. Les nobles se révoltent. Et disent, tu es le roi, mais tu ne peux pas mettre de nouvelles taxes comme ça. D'accord? Et à la fin de cette révolte, ils arrivent à un accord. Et l'accord, c'est que le roi accepte qu'il n'augmentera plus les taxes sans un accord des nobles. Et cet accord-là viendra d'une nouvelle institution qu'ils appellent Parlement. C'est-à-dire, les nobles, quand le roi a besoin de prendre des décisions des taxes, va convoquer des députés, les nobles vont élire certains de leurs représentants. Ils vont se retrouver dans cette institution que c'est le Parlement et ils discutent et à la fin, s'ils sont convaincus, ils sont d'accord, augmenteront les taxes. D'accord? Le principe, on verra, ça reviendra toujours dans les querelles de l'histoire, c'est si toi qui es le roi veux nous demander plus d'argent, tu vas mettre ta main dans nos poches pour chercher de l'argent, nous, on a le droit de dire comment dépenser cet argent. D'accord? Alors que le roi est d'accord sur ceci, et il est d'accord aussi sur une autre, il accepte de limiter un autre pouvoir qu'il a,
pouvoir d'arrestation. Hein. Il accepte notre loi qui va donner, qui s'appelle l'habeas corpus. Et je vais laisser à votre recherche de voir qu'est-ce que ça veut dire cette expression latine, habeas corpus. Et donc, ils vont mettre cet accord à l'écrit. Ils vont faire un papier où le roi affirme ses droits, les droits des taxations limitées, les droits de l'habeas corpus, et il le signe. Et les autres le signent aussi. Un papier, un grand papier. Comment on dit en latin grand papier? Magna, carta. Latin magnus, ça veut dire grand. Carta, ça veut dire papier. Magna, carta. Le grand papier. Or que ce document-là est à la base d'une idée qui aujourd'hui est fondamentale. La Constitution. Qu'est-ce que la Constitution? Aujourd'hui, toutes nos démocraties occidentales ont une Constitution. La Constitution, tu voulais dire ce qui est? Ok, la Constitution est la loi fondamentale d'un État. Une loi courte, où il dit les droits et les devoirs de toutes les institutions plus importantes. Une loi tellement importante qui est par-dessus toutes les autres lois. Toutes les autres lois que le Parlement, que les régions, que les provinces, que les villes feront, doivent être soumises à la Constitution. Cette loi est tellement importante qu'il est même au-dessus du roi. Le roi a tous les pouvoirs, mais il doit respecter la Constitution. Pour eux autres, la première de toutes les constitutions, même s'ils ne l'appelaient pas encore comme ça, c'était la Magna Carta. Une loi qui est même au-dessus du roi et qui donc limite ce pouvoir sans limite, ce pouvoir fondamental que le roi a. D'accord? Donc, en 1215, le roi Jean Terre signe la Magna Carta, et c'est une loi qui est au-dessus même de l'autorité du roi, qui limite même son pouvoir. Ça inspirera plein d'autres papiers, d'autres déclarations. Question là-dessus? Oui. Magna Carta, c'est en latin. Oui, c'est en latin. En 1215, tous les documents officiels étaient en latin. Ça veut dire le grand papier, le grand accord. Oui, Julia. Alors, première révolution. Le XVIIe siècle, qui était pour la France le siècle de Louis XIV, donc pendant qu'ailleurs que s'affirmait, on arrivait à l'apogée de l'absolutisme, en Angleterre ont lieu deux révolutions. Celle de 1649 est passée en histoire sous le nom de première révolution. Juste quelques informations. Maintenant, il y a en Angleterre une dynastie royale qui s'appelle les Stuarts. Les Tudors ne sont plus là, Elisabeth Ier n'a pas eu de descendants, Stuarts. Et le roi s'appelle Charles Ier. Charles Ier, pour la faire courte, a des tendances absolutistes. Les nobles d'Angleterre ne sont pas d'accord et ils se révoltent. Et ils font même une révolution. À la tête de cette révolution, il y a un tel Oliver Cromwell. Cette révolution arrivera jusqu'à l'acte extrême. Quel est l'acte extrême d'une révolution? Tuer le roi. Tuer le roi. Le pauvre Charles Ier sera décapité. Non, pas guillotiné comme quelqu'un a dit. La guillotine, on ne l'avait pas inventé les Français un siècle plus tard, un siècle et demi plus tard. D'accord? Ils l'ont décapité. Et à la place, Cromwell va mettre en place un régime qui voulait ressembler en origine un peu aux républiques, mais il ne l'appelle pas république, ils vont utiliser un terme en anglais, et c'est Commonwealth. Donc le bien commun, l'administration de ce qui est commun. Aujourd'hui, ce terme-là est encore utilisé, a toute une autre signification. Ce sont l'ensemble des anciennes colonies, non, des Britanniques qui gardent
une relation particulière avec la métropole. Mais en origine, en 1649, c'était le nouveau régime qui était allé au-delà de la monarchie. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que Cromwell va devenir un tyran, d'accord, un dictateur, pire que le roi qui avait été exécuté. Donc il va se faire détester. Et à sa mort, il avait désigné son fils à devenir le nouveau chef de ce Commonwealth. Les nobles se révoltent encore et ils vont remettre en place la monarchie. Ils vont restaurer la monarchie parce qu'ils disent qu'il vaut mieux avoir un roi plutôt qu'un tyran comme celui-là qu'on a connu, qui était Cromwell. Question. Donc, et ça sera une monarchie, et vous savez que l'Angleterre, jusqu'à nos jours, est une monarchie. Leur expérience républicaine a duré seulement quelques décennies. James. Et, ok, cherche le dictionnaire, vérifie, tu me diras. Ok. Comment ça s'écrit? E-A, oui, c'est vrai. Oui, pardon. Oui. C'est qui déjà les Stuarts? Les Stuarts, c'est la dynastie royale qui sera au pouvoir après les Tudors. Une dynastie. D'accord? C'était en 1649. Ils sont glorieuses, c'est 1689. Oui, Mathieu. Mathias. C'est le chef de cette révolution qui amènera à la décapitation du roi et à la mise en place de régime qu'on appelait Commonwealth. Alors que la révolution glorieuse, 40 ans plus tard, une autre révolution. Le roi d'Angleterre, à l'époque, s'appelle Jacques II. James II. Jacques II. Donc, Jacques II, pour la faire courte, lui, il est détesté par ses sujets pour deux aspects. Le premier, c'est qu'il est absolutiste. Il veut concentrer de plus en plus le pouvoir dans ses mains. Et les Anglais ne se laissent pas faire, par contre, comme les Français avaient fait. Ou peut-être lui n'avait pas la même habilité de le faire que Louis XIV. Le deuxième, c'est qu'il est manifestement catholique et il favorise les catholiques. Et nous savons qu'avec les Tudors, la plupart, disons, tous les notables britanniques sont passés à l'anglicanisme, et l'anglicanisme est de plus en plus influencé aussi par le protestantisme. Donc, il est détesté, au point que des révoltes se déclenchent, ici et là. Au début des révoltes, Jacques II, il commence à avoir peur, à s'inquiéter. Il se souvient de ce qui était arrivé à son prédécesseur, Jacques Ier, et disons que lui aussi commence à sentir la hache sur son cou. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre en sécurité. Il part. Il part et il amène avec lui son fils, qui était le prince héritier, le prince de Galles. Il va en France avec l'intention d'y rester jusqu'à temps que la situation soit stabilisée. D'accord? Que des vents plus propices retournent en Angleterre. Et c'est ici que le Parlement notable, le chef du Parlement britannique, d'accord, qui existait depuis le Moyen-Âge, mais qui était convoqué par le roi de temps à autre, profite de la situation pour faire une révolution, pour changer de roi,
sans tuer, sans décapiter le roi présent, sans faire couler du sang. D'accord? L'appelle la Révolution glorieuse parce qu'ils ont changé le roi d'une façon relativement pacifique. Quel est le prétexte qu'ils utilisent? Ils ont dit Jacques II et son fils sont partis. Aux autres, ils vont dire, vont interpréter, vont voir cet acte, vont le forcer un peu comme une abdication. Abdication. Je vais l'écrire. Abdication. Qu'est-ce que ça veut dire abdication? Qui est capable de me dire? Et quand le pouvoir abdique de son... Le roi, quand il abdique de son pouvoir, et donc il est plus roi. Donc il renonce à sa fonction de roi. D'accord? Récemment, il y a quelques années, Juan Carlos I, roi d'Espagne, abdique. Son fils devient roi. D'accord? Donc il abdique, il renonce à son trône, il renonce à la couronne. D'accord? Charles Quint, vous vous en souvenez, il avait abdiqué de tout ce titre de souverain. D'accord? Donc, si le roi n'est plus là, il faut voir à qui va la couronne, selon les règles de succession. Et à qui va la couronne? Pourquoi ils ont forcé? Parce que la couronne va à Guillaume d'Orange, dont nous avons déjà parlé la dernière fois. Vous vous en souvenez? Oui. C'était le roi le roi d'Hollande. d'Hollande. D'accord? Le roi d'Hollande n'était pas un roi, c'est pas une monarchie par héritage, c'est une monarchie élective. Les nobles font des grands électeurs et ils élisent le roi. Donc c'était un roi habitué à négocier avec les nobles, à partager les pouvoirs, à exercer les pouvoirs d'une façon collégiale avec les notables, les nobles importants de son pays. Et alors que les Britanniques disent que celui-ci est le type de roi que nous voulons. Nous voulons toujours garder la monarchie, l'expérience du Commonwealth, ils n'ont pas aimé, mais ça nous prend un roi qui n'est pas absolutiste. Et celui-là est Guillaume d'Orange. À quel titre Guillaume d'Orange pouvait devenir roi? Parce qu'il avait deux liens avec Jacques II, le roi considéré abdiqué. Un, c'était son neveu, le fils de son frère. D'accord? Et puis, c'était Guillaume d'Orange avait marié la fille de Jacques II, qui s'appelait Marie. Donc, le lien avec Jacques II était double. Un, c'était son neveu, donc la couronne passe, son fils a abdiqué, donc la couronne passe à travers son frère, son neveu. Et l'autre, c'est encore plus légitimé, parce que c'est son beau-fils. Oui, il y a un mariage entre cousins, c'est possible. D'accord? C'est pas recommandable, mais c'est possible. D'accord? Alors que, le voilà. Alors, ils vont le voir, et lui propose la couronne d'Angleterre, qui était beaucoup plus prestigieuse que la couronne de Hollande. Et ils espèrent qu'il accepte, mais en même temps, ils vont lui poser une condition. Nous serons très contents que tu deviennes notre roi. Le Parlement britannique est prêt à te reconnaître, à jurer fidélité à toi. Mais il faut que tu nous assures de respecter certains droits que nous avons. D'accord? Et c'est comme ça qu'il accepte. Il deviendra Guillaume III d'Angleterre. Fini les agrumes, Guillaume d'Orange, fini, Guillaume III d'Angleterre. D'accord. Et il signera, ce qui est le prochain mot-clé, une déclaration des droits. Comme une nouvelle Magna Carta, un nouveau papier où il s'engage, une loi par-dessus lui qui s'engage de respecter certains droits fondamentaux de la noblesse qu'on considérait à l'époque. Alors que, vous savez que moi j'aime les jeux de mots, et alors je vais dire qu'est-ce que c'est la Révolution glorieuse? La
révolution glorieuse, c'est quand le mari de Marie, sans sang, devient roi d'Angleterre. Qui a compris? Ayosha hésite, lui. Voici la phrase. Qui est le mari de Marie? Guillaume d'Orange, qui est l'époux de Marie. Marie, la fille de Jacques II. Marie de Marie. Sans sang, sans faire couler du sang, sans tuer le pauvre Jacques II, d'accord, devient roi d'Angleterre. D'accord? Alors, qu'est-ce que la révolution glorieuse? C'est quand le mari de Marie, sans sang, devient roi d'Angleterre. Question. Kenza, silence les autres. Dans quelle année il devient roi d'Angleterre? 1689. La déclaration des lois, au même moment qu'il devient roi, même année. Oui. Est-ce que Jacques II avait comme idole l'empereur Tibère? Plus fort? Est-ce que Jacques II avait comme idole l'empereur Tibère, le deuxième empereur de Rome? L'empereur Tibère, je n'arrive pas à voir le lien, désolé. Avec l'empereur Tibère. Je sais, la seule chose que je peux dire, qu'il y a encore du monde qui dit qui considère que les rois qui sont venus après, c'était des usurpateurs, que le vrai roi d'Angleterre, c'est dans la lignée de Jacques II. Il y a quelqu'un qui est désigné comme le vrai roi d'Angleterre, même celui tranquille, prétend rien. Mathias. En quelle année? 1689. Un siècle juste avant, quoi? La Révolution française. Oui, c'est bien. Alors que la déclaration des droits, d'accord? La déclaration des droits, évidemment, était inspirée par la Magna Carta. La déclaration des droits de 1689 est celle qui va inspirer les autres, celle de l'indépendance américaine, celle de la Révolution française, celle de l'ONU. Toutes les déclarations qui viendront après sont inspirées par celle-ci. Or, quels sont donc ces droits? Moi, je vais vous en dire 7, d'accord? 7 les plus importants, oui. Il faudra que vous les reteniez au moins la majorité d'entre elles, d'accord? 7 droits dans la déclaration à laquelle le roi se soumet, lui aussi. Le premier, c'est la réaffirmation de la Magna Carta, c'est-à-dire quel était le principe, pas de Ils doivent consulter les normes pour les taxes. les taxes. Alors, pas de taxes sans le Parlement. Donc, c'était un droit déjà qui il le réaffirme. D'accord? Pour augmenter les taxes, il faut forcément. Mais le Parlement va avoir beaucoup plus de pouvoir. On verra tantôt. 2. Toute loi doit être modifiée, ou nouvelle loi doit passer par le Parlement. Avant, le Parlement avait un pouvoir consultatif. Le roi, quand ça lui tentait, convoquait le Parlement, il consultait les gens, et à la fin, lui, il prenait les décisions. Maintenant, non. Toute loi doit être approuvée par le Parlement. C'est à partir de ce moment que le Parlement acquiert le pouvoir, comment il s'appelle? Législatif. D'accord? Une autre. Pas d'armée. Pas d'armée s'il n'y a pas une guerre. S'il n'y a pas de guerre, que les soldats doivent être congédiés. Pourquoi? Parce que le roi pourrait être tenté d'utiliser l'armée pour écraser ses opposants. 4. Le jury. S'il y a un procès pour condamner quelqu'un, au criminel, il faut que le verdict soit fait par un jury. Les personnes choisies vont s'inspirer de la Grèce ancienne, d'accord, vont s'inspirer d'Athènes qui avait un jury. Et encore aujourd'hui, dans notre système,
Moi, quand je suis devenu citoyen canadien, ils m'ont averti, ils m'ont dit, si tu deviens citoyen, tu auras certaines obligations auxquelles tu ne pourras pas te soustraire. Par exemple, tu peux être tiré au sort pour faire partie d'un jury. C'est un devoir d'un citoyen. D'accord? Un jury. 5. Droit de pétition contre le roi. Les sujets, pétition. Les sujets ont droit de collecter des signatures pour demander quelque chose de particulier. On ne peut pas leur empêcher. Là, je vais vous raconter, oui, on a le temps, une petite anecdote qui vous aidera à vous souvenir de ce droit de pétition. D'accord? L'année passée, mon fils arrive à la maison après l'école et il était fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il m'a tout raconté. Et il m'a raconté qu'en début d'année, les élèves sont informés qu'il y a un nouveau code de vie, d'accord, et qui est beaucoup plus strict de l'autre avant. Et la façon que les enseignants et les surveillants appliquent ce code de vie est très stricte. Souvent, ils ont des sanctions, des notes, des annotations dans leur agenda pour quelques infractions. Et puis, quand ça s'accumule, c'était des sanctions. D'accord? Et les élèves ont trouvé ça trop strict. Et alors que mon enfant et un compagnon de classe, ils ont commencé une pétition pour dire que le code de vie était trop strict et qu'ils se sentaient brimés dans certaines libertés. Et cette pétition-là a eu un énorme succès. Ils ont collecté dans une école primaire des centaines de signatures. Ils collectaient encore des signatures, que ça a causé évidemment un peu de mouvement d'agitation. Et le surveillant a dit, ah, vous n'avez pas le droit de faire la pétition. Et a confisqué une de ces feuilles qui circulaient. A confisqué. Et mon enfant était fâché. Et moi, j'ai dit que je trouvais que le surveillant n'avait pas le droit de faire ceci. D'accord? Est-ce que je demandais, est-ce que les élèves se battaient? Non, non, sauf qu'il y avait toute une file là d'élèves qui voulaient signer. Et alors, quand on a vu ça, le surveillant a confisqué le papier. Alors que moi, j'écris à la directrice de l'école, d'accord, en disant que je ne trouvais pas correct qu'un surveillant confisque un papier d'une pétition. D'accord? Et surtout, j'ai expliqué qu'en 1689, les rois d'Angleterre, Guillaume III, avaient signé la Déclaration des droits, et donc, puisque notre système est basé sur le système britannique, un des droits fondamentaux des non-citoyens, c'est de faire une pétition. Et il n'y a pas une limite d'âge. Ce n'est pas parce qu'ils sont primaires qu'ils n'ont pas le droit de la faire. D'accord? Et alors que je me suis excusé pour mon éruditisme, d'accord, j'ai dit c'est une déformation professionnelle, je suis prof d'histoire, mais j'apprécierais que vous rencontriez ces élèves. Vous n'êtes pas obligé de tenir en compte, vous n'êtes pas obligé à changer le code de vie, mais de les rencontrer, tenir en compte de cet inconfort que les élèves manifestent, ça serait appréciable. Effectivement, la directrice les a rencontrés, le conseil d'établissement s'est retrouvé. Cette année, il se retrouve avec un code de vie moins strict de ceux qu'ils avaient. Ils ont gagné quelque part, d'accord? Alors, donc, vous avez le droit de faire des pétitions, d'accord, à la direction. Je me souviens, on n'a plus le temps de raconter. Vous avez le droit de faire des pétitions contre les profs d'histoire. Le prof d'histoire, lui, verra si ça vaut la peine de tenir en compte. Alors, sixième, le Parlement élu et convoqué librement. Élu. D'accord, le Parlement est élu, surtout les Nords votent pour le Parlement en 1689, mais convoqué librement. Parce que jusqu'à cette déclaration des droits, le Parlement était convoqué par le roi quand il jugeait opportun, quand ça lui convenait, quand il voulait consulter. Maintenant, non, le Parlement va avoir un président
et le président convoque d'une façon périodique le Parlement. Comprenez-vous? D'accord? Septième, c'était la liberté de religion. Okay? La liberté de religion. Regardez comment en Angleterre on est loin de l'Allemagne. En Allemagne, vous vous en souvenez, le traité de Westphalia avait établi que les sujets devaient suivre la religion de leur prince. Là où il y avait un prince protestant, tout le monde devait suivre le culte protestant. Là où il y avait un prince catholique, tout le monde devait suivre le culte catholique. En Angleterre, non. En Angleterre, on affirme déjà au XVIIe siècle la liberté des religions. Puis, si on va dans le détail, on verra que ce n'est pas une liberté pleine. Vous ne pouvez pas tolérer non plus les catholiques, vous ne pouvez pas tolérer les juifs. Certains m'ont demandé, les musulmans, il n'y avait pas de musulmans, donc ce n'est pas un problème, pas en Angleterre, d'accord? Mais le principe est affirmé, liberté de religion. Dernier mot-clé. Les Hanovre. Donc, en 1714, il arrive qu'il n'y a plus de successeur au trône. D'accord? Le roi d'Angleterre n'a plus un fils héritier qui puisse devenir roi. Alors, on reprend l'arbre généalogique, on va voir la ligne de succession, et la couronne tombe sur un prince allemand. Un tel George, ou George peut-être en allemand, Hanovers, prince soumis à l'empereur du Saint-Empire de cette ville qui est Hanovers, qui portait son nom. Or, quand ils vont les voir, ils lui disent, regarde, la couronne va à toi, si tu acceptes, tu seras notre roi d'Angleterre, c'est un titre très prestigieux. Lui, il dit, ok, merci de ce que vous me proposez, mais j'ai un problème. Je suis allemand, je n'ai jamais allé en Angleterre, et je ne parle même pas l'anglais, je ne connais rien d'anglais. Alors que les notables d'Angleterre qui sont là pour lui proposer la couronne, ils sont bien contents. Ils disent, ah, c'est une bonne occasion. Si on aura un roi qui ne parle pas notre langue, ce sera un roi de représentance, et puis le pouvoir, ça sera nous, dans le Parlement, qu'on va le gérer. D'accord? Et voilà qu'il y a une nouvelle dynastie royale qui est plus ou moins celle qui est encore là aujourd'hui. Georges Hanovers devient Georges Ier, et à partir de ce moment, le Parlement prend plus de pouvoir encore. Le Premier ministre, ça va être le chef du parti, ce ne sera plus le roi qui le nomme. Oui, le roi le nomme toujours formellement, mais dans la pratique, ça va être toujours le chef du parti qui gagne les élections. Donc le pouvoir exécutif dépend du Parlement et dépend beaucoup moins du roi. D'accord? Le Premier ministre, ça va doit rendre compte au Parlement. Mais c'est à cette époque qu'il y a une autre classe sociale qui dit « Et pourquoi nous ne sommes pas représentés dans le Parlement ?» Parce que jusqu'à maintenant, quelle est la classe sociale représentée? Les nobles. Qui veut être représenté? La bourgeoisie. Pourquoi la bourgeoisie fait des pressions pour être représentée? Parce que les bourgeois payent des taxes, des impôts. À l'époque, la bourgeoisie, surtout marchande, les taxes étaient surtout des taxes de douane. Quand les marchandises partaient pour les ports, arrivaient ou allaient en Amérique, ils devaient payer des taxes. D'accord? Et nous sommes ceux qui payent le plus de taxes. Et nous ne sommes pas représentés. Et alors qu'ils obtiennent, nous autres, d'être représentés dans le Parlement. Mais on ne les prendra pas dans la même chambre où on est, dans la même assemblée où il y a les nobles. Aux autres, ils ne sont pas nobles. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une deuxième chambre du Parlement, une deuxième assemblée parlementaire, qu'ils appelleront la Chambre des communes. La Chambre des communes. Donc voilà qu'en Angleterre, le Parlement devient bicaméral. Une est la Chambre des nobles,
qu'on appelle House of Lords, où les membres sont nommés par le roi. Et l'autre, ça devient la chambre élective, la chambre de communes. Communes, ce sont les villes, les municipalités, les représentants des villes, ça veut dire chambre de communes. Et celle-là est élue. Alors, vous comprenez pourquoi à Ottawa, il y a deux chambres? On ne peut pas dire qu'il y a une chambre de nobles parce qu'au Canada, il n'y a pas de nobles. Comment on l'appelait à Ottawa? La chambre haute? Le Sénat. Et l'autre, c'est la chambre de communes. Il faut que je vous dise une dernière chose. C'est fondamental. Attention, prenez la note parce que c'est dans l'examen. La chambre des communes, attention, c'est une chambre élective, mais ce n'est pas tout le monde. Ce ne sont pas tous les sujets, tous les citoyens qui la votent. Qui vote? Ceux qui ont un 100. 100, cette fois-ci, ça s'écrit comme ça. Qu'est-ce qu'un 100? C'est la propriété. Ceux qui ont une propriété de terre, de maison, une telle propriété sur laquelle ils payent des taxes. Si tu n'as pas de 100, tu ne votes pas. D'accord? Donc, ceux qui votent, ce sont ceux qui payent un certain montant de taxes et plus. Une minorité. Tous les autres sont exclus. Pourquoi? Parce que le principe est toujours l'argent. Si nous payons les taxes, nous avons le droit d'être représentés. Si toi, gouvernement, tu mets la main dans ma poche pour chercher l'argent, moi, j'ai le droit de dire comment cet argent-là doit être dépensé. Et donc, j'ai le droit de voter. Donc, la Chambre de communes, en origine, est élue selon un système électoral qui s'appelle système censitaire. Et donc, c'est seulement la bourgeoisie qui est représentée. Pas les paysans, pas les petits artisans, d'accord, pas les éleveurs. Système censitaire. Seulement les riches, seulement ceux qui paient sur les riches un important montant de taxes ont le droit de voter. Dernière chose à dire. Comment s'appelle le système où tous les citoyens votent? Oui. Ça s'appelle suffrage universel. Seulement plus tard, on passera au suffrage universel, qui ça veut dire droit de vote à tous les citoyens. Est-ce que je peux prendre une côté? Oui. D'accord? Oui, Julia.